8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous interrogez ce matin le professeur Didier Raoult. Bonjour, professeur Didier Raoult. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'IHU de Marseille. On va parler dans un instant de votre situation personnelle, car visiblement certains de vos confrères sont pressés de vous voir partir, de quitter la tête de l'IHU. On va voir si vous êtes prêt à prendre votre retraite ou pas. On verra encore une fois ce que vous pensez des banderoles, de tous ces panneaux avec votre nom, votre visage, qui ont été brandis dans les manifestations anti-pass sanitaire ce samedi encore. Mais le plus important, c'est l'avancée de la pandémie dans notre pays, avec ce variant Delta qui se développe partout sur le territoire, qui provoque des situations catastrophiques dans les départements d'outre-mer. Vous dites quelque chose que certains pays ont déjà vérifié avant nous, notamment Israël, c'est que l'avancée de la pandémie est décorrélée de l'avancée de la vaccination, qu'il n'y a pas de lien, en fait, entre le variant Delta et la vaccination. Expliquez-nous ça, parce que, encore une fois, ça peut prêter à confusion et faire bondir certains de vos confrères. Je pense qu'il faut remonter. On avait eu cette conversation à peu près à 1 an de ça, pour essayer de comprendre. Et pour essayer de mettre les choses en perspective. Nous avions fait face à une première épidémie qui avait une courbe d'épidémie tout à fait banale, en cloche, comme on en voit dans la plupart des infections saisonnières. Et puis, il y avait à l'époque un débat sur est-ce que nous allons avoir un rebond de cette épidémie, sur lequel j'étais extrêmement sceptique parce que je ne... Mais vous n'y croyez pas, je me rappelle, vous me l'avez dit. Ça n'existe pas. Mais... Il faut quelques mois pour que ça se passe. Mais vous vous êtes trompé? Vous pensez que vous êtes trompé? Et c'est moi, pas du tout. Ce qui s'est passé, et d'ailleurs, je ne croyais pas du tout, ça ne me gêne pas de me tromper, honnêtement, je m'en fiche. Heureusement, je ne me trompe pas tout le temps, donc ça va. Ce qui s'est passé, au moment du mois de juillet, je commençais à être en vacances. J'étais sur mon bateau, mais je regardais tous les jours l'évolution des cas. Donc j'ai vu remonter. Je suis revenu, et mon hypothèse immédiate, ça a été, c'est pas le même nouveau virus, c'est une nouvelle épidémie. Et effectivement, c'était le premier variant. À l'époque, personne au monde ne parlait de variant. D'accord ? Donc, avant qu'on arrive à parler de variant, il a fallu attendre de septembre. Nous, on l'a publié en septembre, ça. Il a fallu attendre novembre. C'est-à-dire, il a fallu attendre que les gens se rendent compte, et que ce soit les Anglais qui le disent, parce qu'ils avaient des masses de séquences. Et nous, on a commencé à séquencer. Et on a vu, je suis très content, parce que ça vient de sortir, il y a 2 grands papiers qui sont sortis dans Nature le 29 juillet, dont un avec quelqu'un de notre équipe, qui montre qu'en réalité, ce sont des épidémies successives et que ceux qui ont vécu ces épidémies successives, c'est ceux qui ont les frontières ouvertes. Et donc, nous, à Marseille, on est extrêmement bien placés pour les déplacements. Donc, la deuxième épidémie venait d'Afrique. Et puis, il en est arrivé une troisième, qu'on appelait le Marseille 2, qui venait d'Espagne. Il y a un papier dans Nature qui trace très très bien toute l'histoire de ce qui s'est passé en Espagne. Celle qui est venue après, qu'on a appelée le Marseille 4, venait des élevages de Loire, d'Eure-et-Loire, français. C'est celle-là qui nous a fourni cette épidémie européenne absolument considérable. Et puis ensuite est venu... C'est pas le variant anglais. Ensuite est venu le variant anglais, mais le Marseille 4 a tué plus que le variant anglais. C'est celui qui s'est diffusé dans toute l'Europe. Énorme, c'est énorme. La presse n'en parle pas beaucoup, mais c'est comme ça. On savait depuis juin qu'il y avait des épidémies dans les élevages de Loire. Il y a des élevages de Loire absolument considérables en Europe. Le Danemark a tué 17 millions de Loirs à partir d'octobre. Ici, ça n'a pas été surveillé. On a les plus grandes difficultés à avoir les séquences, mais les séquences sont publiées. Les séquences, on voit bien, elles sont juste là. Là, on est quoi ? Ensuite est venu... Là, on est... c'est de fin août. Le 4 va s'arrêter en janvier. Donc c'est le plus long. C'est celui qui tue énormément. En novembre, décembre, il tue plus que les autres. Là, on a écrit ça aussi. On a comparé, parce que ces variants sont différents. Ils sont différents sur le plan immunitaire. Donc... bien entendu, il peut toujours y avoir des échappements vaccinaux, en particulier s'ils ont des mutations sur la protéine qui sert à faire le vaccin. Et d'autre part, ils sont de contagiosité et de sévérité différentes. Et là, aujourd'hui, on est donc dans ce variant Delta qui se répand sur l'ensemble du territoire. Est-ce que la vaccination, encore une fois, va permettre d'endiguer l'augmentation des cas de variant Delta ? Vous savez que les prédictions, c'est pas mon style. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que ce n'est pas les pays les plus vaccinés qui en ont le moins. Celui qui était le plus vacciné de tous, c'était l'Islande, l'Angleterre, Israël. C'est reparti exactement. Donc c'est intéressant. Mais sans cas graves, encore une fois.
Il y a beaucoup moins de cas graves dans les hôpitaux. Oui, mais nous, sur ce que moi je connais, les autres, encore une fois, j'attends que ça se sédimente, parce que, encore une fois, si vous reprenez même un journal sérieux comme Science ou Nature, il y avait 1 mois et demi, on disait, regardez l'exemple israélien, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire pour plus avoir d'infection avec le Covid. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Hein. Nous, ce qu'on voit, et c'est ce que j'ai présenté, c'est que globalement, par rapport au nombre de gens qui sont diagnostiqués, le pourcentage d'hospitalisation et le pourcentage de réanimation est de 30% de celui des 2 variants précédents, donc, qui ne sont pas vaccinés. Hein. Donc la maladie est moins grave. Pour établir que la maladie chez les vaccinés est moins grave que chez les non-vaccinés, il faudra avoir des effectifs suffisants et des données suffisantes. En particulier, je ne suis pas sûr qu'on ait des données très très précises, peut-être qu'on les aura avec le pass, avec des données très précises chez les gens qui sont en réanimation et qui ne peuvent pas dire vraiment ce qui s'est passé, si vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'on ait des données très précises, mais ce qui est intéressant à regarder maintenant, parce que c'est la population dans laquelle le taux de vaccination est le plus élevé, c'est la mortalité dans les EHPAD. Et moi, à ma connaissance, la mortalité dans les EHPAD est élevée actuellement, parce que bien entendu, c'est la population à risque. Vacciné population qu'il faut peut-être vacciner une 3e fois. Est-ce qu'il faut envisager une 3e dose pour ces personnes vulnérables? Vous savez, dans les grandes stratégies de vaccination, il y a 2 grandes stratégies de vaccination, les stratégies d'encerclement et les stratégies de généralisation. Moi, je crois beaucoup qu'il faut éventuellement associer les 2, mais je crois beaucoup aux vaccinations d'encerclement. On fait ça avec les clusters, par exemple. Mais on fait ça, moi je pensais que, vous voyez, pour la rougeole, autour des clusters de rougeole, il fallait vacciner tout le monde. Sauf les gens qui ont eu des rougeoles naturelles, parce que ceux-là, ils sont immunisés définitivement. Là, moi je pense qu'il faudrait se focaliser chez effectivement la population à risque, qu'on voit très bien, c'est les gens de plus de 65 ans ou les gens qui ont des pathologies. Les autres, il n'y a pas de surmortalité de ça. Et que donc, il faudrait effectivement, éventuellement, vérifier au bout du doigt qu'ils ont des anticorps et leur faire une 3e injection ou leur faire une 3e injection systématique chez ces sujets-là. C'est ce que les gens commencent à faire en Israël, c'est ce que les gens proposent aux États-Unis, c'est-à-dire de passer, vous savez bien qu'il y a 2 questions que vous posez. Il y a une question de comment protéger la mortalité. Ça, protéger la mortalité, c'est porter un effort tout particulier chez les sujets les plus à risque de faire une forme grave. Et puis, d'endiguer l'épidémie, là, pour l'instant, on n'est pas dans une situation qui est très optimiste pour le fait d'endiguer l'épidémie. Donc, il y a bien 2 questions à la fois. C'est, essayons d'abord de protéger au mieux les gens qui sont les plus à risque. Il faudra faire des nouvelles formulations vaccinales. C'est évident qui intégreront plus de possibilités de variants, puisqu'on le voit bien que ces variants-là échappent en grande partie au vaccin. Et puis voilà. Les enfants, est-ce qu'il faut les vacciner? On est à quelques encablures de la rentrée scolaire. La vaccination des plus de 12 ans a déjà commencé. Est-ce qu'il faut envisager de vacciner les enfants de 3 à 12 ans? Les autorités américaines se penchent, font des essais en ce moment pour avoir la réponse à cette question. Écoutez, cette question, après, ça sera une question politique. Et c'est une question du risque qu'on est susceptible de prendre dans des conditions de cette nature-là. Moi, je ne discute pas, jamais discuté des décisions politiques. Le temps trie et le temps est impitoyable. C'est l'histoire qui juge les politiques. Hein. Si vous voulez, pour autant, actuellement, les enfants, pour autant que ce que l'on a pu observer jusqu'à maintenant, les enfants font des formes qui sont bénignes, que l'on gère parfaitement. Et donc, la généralisation d'une vaccination chez les enfants me paraît pas une urgence absolue, d'autant qu'on voit bien qu'il n'y a pas de contrôle de l'épidémie grâce à cette vaccination-là. Il y en aura peut-être une autre qui permettra d'avoir un contrôle épidémique. Il ne faut pas insulter l'avenir. Mais globalement, on n'a pas d'évidence. Et d'ailleurs, ce qui explique que, vous voyez, il ne faut pas trier. Vous avez vu mon jeu de cartes. Il ne faut pas trier en prenant les pays avec lesquels vous êtes d'accord et ne pas prendre ceux qui ne sont pas d'accord. En Angleterre, ils vont dire on ne va pas faire de vaccination en dessous de 16 ans. Vous voyez, donc, c'est de la politique. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez une homogénéité de la pensée, juste ou fausse d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, c'est de la politique. Et donc, les gens tâtonnent en se posant des questions de savoir est-ce que ça... Mais je trouve que les décisions qui sont prises en moments très, très anxiogènes ont le risque d'être des positions extrêmes. Donc c'est ce que je vois, il y a beaucoup de positions d'entraîner des positions extrêmes, on va en parler dans un instant. L'immunité collective, on l'atteindra ou on ne l'atteindra plus maintenant? L'émergence de ces variants régulières,
Est-ce qu'elle fait le fait qu'on n'aura jamais cette immunité collective? Vous savez, je ne sais pas trop ce que c'est l'immunité collective. Je ne sais pas ce que c'est. Quand on a tellement ralenti, vous savez mieux que moi, vous êtes microbiologiste, la circulation du virus, qu'il disparaît. Ça n'existe pas, ça. Si vous arrivez à corriger toute la population, à avoir une immunité de toute la population, il n'y en a pas. Entre ça, la raison pour laquelle les maladies disparaissent, moi bien sûr je ne vois pas le côté immunitaire, je vois le côté du virus. Les virus semblent, on travaille là-dessus, c'est un point intéressant. Dans ces épisodes successifs d'un virus, les mutations d'un virus, au bout d'un moment, il y a les deux manières extrêmes pour un virus de s'implanter, c'est soit d'être très agressif et très rapide, soit d'être lent et pas mortel. Et dans la plupart des cas, vous voyez la grippe par exemple, vous voyez la première du XXe siècle est incroyablement rapide et mortelle, et cette forme-là disparaît, et petit à petit s'implante des formes de grippe qui sont beaucoup plus banales, beaucoup plus communes, il y a des formes asymptomatiques qu'on ne connaissait pas. C'est ce qui pourrait arriver avec le Covid-19. On pourrait arriver dans 2, 3 ans, 4 ans. Peut-être plutôt que ça, parce que, encore une fois, si on arrive à avoir les données telles que, si elles se confirment telles qu'on les voit, on voit que déjà le variant indien, contrairement à ce qui a été dit, est plutôt moins grave, si vous voulez, déjà, que ne l'était le variant anglais, qui lui-même, nous ici, moi je ne parle pas des autres, et nous, c'est des vraies données qu'on observe, était déjà moins grave que celui qu'on avait, qui était Made in France, là, le Marseille 4. Donc on a l'impression déjà que l'on a une diminution de la gravité, et on est en train de regarder, en train d'analyser, de savoir si le portage dure plus longtemps, qui irait dans ce sens-là. Donc si on a un portage plus long, avec des formes moins graves... plus longtemps le virus, c'est ça. Mais ces virus s'imposent par le temps. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la herd immunity, mais c'est la vraie vie, c'est pas de la déduction. C'est celui de la myxomatose. Faut que les gens regardent sur Wikipédia ce que c'est que la myxomatose. C'est un truc qui tuait 100% des lapins. Et donc on ne savait pas, ça avait été importé parce qu'il y avait trop de lapins en Australie, donc tu commençais à exterminer tous les lapins. Et puis petit à petit, le virus de la myxomatose est devenu de moins en moins pathogène par lui-même. D'accord ? C'est-à-dire que l'équilibre, les virus mutent, bien entendu, changent, et ce qui est sélectionné ou ce qui persiste sont ceux qui ont le plus de chances de continuer à se développer. Si vous tuez tout votre réservoir, vous disparaissez. D'accord. J'aimerais qu'on revienne quand même sur ce que vous pensez de la vaccination. Vous dites que ce n'est pas la panacée. D'ailleurs, le professeur Alain Fischer dit à peu près la même chose que vous. Il dit que la capacité de transmission du Delta est bien plus importante et que le vaccin ne confère pas une protection complète ni contre l'infection ni contre la transmission. Est-ce que ce vaccin-là, il faut l'améliorer en prévision des nouvelles vagues de variants et comment, encore une fois, ralentir cette progression du virus ? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours pensé, mais je me trompe peut-être, mais j'ai toujours pensé que les vaccins qui ne s'adressaient pas... Je pense que si vous avez une cible unique et étroite, la capacité du virus à échapper à votre défense est plus importante que si vous avez plusieurs cibles, même si les autres cibles apparaissent moins efficaces. C'est clair ce que je dis ? C'est-à-dire que si vous avez des réactions immunitaires contre toutes les protéines du virus, plus ou moins fortes, toutes ces protéines servent à quelque chose. Un virus n'a pas de protéines qui servent à rien. Donc elles servent toutes à quelque chose. Même si vous ne le savez pas, elles servent à quelque chose. Sinon, elles les auraient plus depuis longtemps. Et donc, si vous avez un vaccin contre toutes les protéines, c'est mon opinion. C'est pour ça que je suis plus pour les vaccins inactivés, si vous voulez. Renforcés éventuellement par des adjuvants, si vous voulez, pour les rendre plus puissants. Les vaccins classiques, donc pas les vaccins ARN. Les vaccins classiques, oui. Okay. Vous croyez plus à ces vaccins-là qu'aux vaccins ARN ? Oui. Mais vous êtes, encore une fois, en faveur de la vaccination, professeur Raoult. La question se pose, on vous le reproche. On vous reproche vos arguments qui nourrissent les anti-vax. Non mais, si vous voulez, moi je suis un scientifique, je suis pour décrire la... réalité perçue à un moment donné. La réalité scientifique n'est pas plus définitive que les autres. Donc,
me prendre pour un anti-vax quand on regarde ce qui est ma vie. Vous savez, j'ai fait la politique une fois dans ma vie, c'était pour faire rembourser la vaccination de l'hépatite B et de la méningite à hémophilus. Ça, c'était en 92 où j'ai préparé le programme qui a été mis en place ensuite par Douste Blazy, c'est depuis que je le connais. Donc ça fait 92. Et je suis intervenu au ministère de la Santé en 2002 pour rattraper le désastre de l'hépatite B qui a été mis en place qui étaient les conséquences de décisions prises dans l'affolement par Kouchner sur la vaccination. Donc si vous voulez, ce qui est marrant d'ailleurs, ça a tourné, à l'époque c'était la gauche qui était contre les vaccins. Moi quand j'étais au ministère, les gens disaient que c'était un suppôt du lobby vaccinal. Donc, si vous voulez, tout ça, je suis ni un suppôt du lobby vaccinal, ni j'ai écrit un livre dans lequel je dis que on a des retards vaccinés. Il y a au moins 3 vaccins qui devraient exister en France depuis 10 ans qui ne sont pas faits. Lesquels le papillomavirus, un virus de maladie transmissible qui donne 3 cancers chez l'homme, 3 cancers chez la femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire on fait le vaccin que chez les femmes et les gays? Enfin, c'est complètement surréaliste cette histoire. Okay. C'est idiot. La varicelle, ça existe depuis 20 ans aux États-Unis, ça a quasiment disparu des États-Unis. Ça fait plusieurs centaines de milliers de cas chez les enfants en France. Pourquoi? C'est parce que c'est le remboursement. À un moment, il y a un qui dit c'est pas cost-effective. C'est-à-dire c'est pas rentable de faire la vaccination. La grippe chez les enfants, ça c'est aussi important parce que les vecteurs, pour l'instant, les vecteurs de coronavirus ne sont pas les enfants. Mais les vecteurs de la grippe, c'est les enfants. Donc c'est les enfants qui le transmettent à leurs grands-parents. Voilà, moi, les conclusions du livre que j'écrivais il y a 3 ans sur les vaccins, en disant ces vaccins-là, il faut les faire. Après, il y a des vaccins dont on peut se demander, parce que les vaccins font partie de l'histoire. Il y en a qui n'ont plus d'intérêt. La variole, on l'a arrêtée dans les années 70. Il y a des vaccins qui n'ont plus d'intérêt, et il y a des vaccins qu'il faut renforcer, ou il y a des vaccins pour lesquels il faut changer la stratégie. Mais si vous voulez, je vois que c'était une idée fausse et je me suis trompé. J'ai fait un truc en disant on a le droit d'être intelligent. On a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être intelligent dans ce pays. C'est-à-dire qu'on est forcément dans le camp des bons ou dans le camp des méchants. Il n'y a pas de nuance possible. Ouais, tout devient le symbole d'un côté ou de l'autre. Tout devient... c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a un autre truc où j'ai l'habitude d'être pris comme bouc émissaire, et donc j'avais raconté que, parce que scientifiquement, historiquement, Darwin c'est très intéressant, mais scientifiquement ça ne tient pas la route. Donc moi j'ai écrit un livre là-dessus, tout le monde disait on ne peut pas dire ça, sinon ça veut dire qu'on est créationniste, qu'on croit à la Bible. J'ai dit mais attendez, il n'y a pas que 2 choses. Mais je suis content parce que pour la première fois dans Science, il y a eu un article sur les 150 ans du 2e livre de Darwin en disant mais comment on peut faire un héros d'un type qui est raciste, sexiste, épouvantable. Enfin ce qu'il écrit est épouvantable, c'est que personne ne le lit. Personne ne sait de quoi on parle. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que ce que vous dites est récupéré par ceux qui sont anti-vax, par ceux qui manifestent, et le professeur François Crémieux, qui, encore une fois, souhaite vous voir partir. Non, il n'est pas professeur. Voilà. François Crémieux, vous avez raison, qui souhaite vous voir partir de l'IHU, dit, en fait, ces propos servent les anti-vax. Et donc, voilà, vos paroles ont un sens et un poids dans l'opinion, professeur. Pour de la vérité, je pense que Crémieux, c'est le grand copain de Hirsch. Et comme j'ai dit ce que je pensais de la gestion de Paris, qui était absolument épouvantable, il m'en veut beaucoup parce que c'était un complot contre vous? Oh, écoutez, quand je vois, il est arrivé, il a viré mon collaborateur Éric Chabrière, ils ont viré Fouquier qui essayait de donner une vision alternative des choses, et moi, il veut pas me prolonger dans mes fonctions hospitalières. Tout ça en l'espace de 2 mois. C'est peut-être possible que ce soit par hasard, c'est pas sûr quand même. On a l'impression qu'il est venu faire le ménage. Le professeur Fouché, en l'occurrence, a pris plusieurs fois la parole dans des rassemblements anti-vax pour encourager la population à entrer en résistance. Et le professeur Chabrière a lui relayé des articles appelant à des meurtres sur des médecins. Donc quand même, il y a des raisons objectives. Je ne sais pas s'il a fait ça. Je pose pas le truc. Je vous dis simplement, il arrive pour faire le ménage. Moi, je fais partie des objets dont il voudrait faire le ménage. Je le regarde. Est-ce que vous êtes prêt à partir en retraite, là, le 31 août, comme on vous le demande? Parce que vous avez atteint l'âge de la retraite. Non, mais il ne faut pas confondre 2 choses. Moi, je suis à la retraite universitaire et hospitalière. D'ailleurs, j'aurais dû être à la retraite il y a 2 ans. J'ai été prolongé dans mes fonctions par le ministère de la Santé de l'époque. Mais ma carrière hospitalière comme PUPH s'arrête au 1er septembre, quoi qu'il arrive. C'est indépendant de lui, c'est la nature qui fait ça. D'accord. Il se trouve que j'aurais pu, c'est ce que me conseillait
celui qui m'a donné conseil pour l'assistance publique, qui est très haut placé dans ce domaine. J'aurais pu être recruté comme praticien hospitalier contractuel pendant encore 2 ans, puisqu'on peut travailler jusqu'à 2 ans. Vous vouliez cumuler, c'est ça? Oui, bien sûr, comme font beaucoup de mes collègues, et comme le fait que si j'étais recruté comme péage, ça rapporterait, écoutez bien, plus de 2 millions d'euros par an à l'assistance publique. Ok. D'accord ? Du fait de mon activité scientifique, qui génère de l'argent, qui est envoyé. Et le fait que j'y sois plus, ça générera plus d'argent. Ma production scientifique ne générera plus d'argent. Donc, c'est une décision qui leur appartient. Mais j'ai remarqué que souvent, les décisions, ce qui explique l'état de nos hôpitaux, les décisions ne sont pas des décisions rationnelles et gestionnaires. Ensuite, il faut distinguer ça de la fondation, qui est une fondation autonome. Fondation de l'IHU. La fondation de l'IHU. La fondation de l'IHU est une fondation autonome qui a un conseil d'administration qui est fait de 20 personnes, dans lequel il y a 3 anciens ministres et dans lequel le représentant de l'assistance publique a une voix. C'est eux, ce conseil d'administration, qui va décider de votre sort, on est bien d'accord? Oui, c'est ce conseil d'administration qui discutera avec moi de voir quelle est la meilleure solution. Il y a une réunion qui est prévue avec les fondateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient initialement 7 fondateurs, qui est prévue mi-septembre. Et ensuite, il y aura un conseil d'administration qui sera décidé, parmi lesquels ça fait partie des points de l'ordre du jour. Mais encore une fois, l'évolution de la fondation, il est prévu depuis longtemps, depuis 3 ou 4 ans, et donc il va suivre un fil qui sera difficile de faire autrement. Après, l'idée du directeur général, c'est de détruire les fondements même de l'IHU et des équipes qui sont en place. Il faudra qu'il arrive à le faire avant avril, parce qu'en avril, il y aura un changement de gouvernement, et on verra bien avec le nouveau ministre s'il est aussi hostile fondamentalement à l'IHU que ce gouvernement-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à raccrocher les crampons? Vous voyez encore quoi, ad vitam aeternam à la tête de l'IHU? Non, c'est pas la question. D'abord, si vous voulez, il y a 2 choses. Dans l'IHU, il y a une partie fonctionnelle qui est liée au fait que je suis directeur de l'IHU et qu'en même temps, j'étais praticien hospitalier, qui, je dois dire, si vous voulez, commence à être lourde. Si vous voulez, ça fait longtemps. Ça fait 32 ans que je suis chef de service. Je ne suis plus le chef de service de ce pays. Je suis le professeur le plus ancien de ce pays. Ça fait un moment que ça dure, quand même. Donc, en plus de ça, j'ai le sentiment d'avoir réalisé ce que je devais faire. Donc, l'activité au quotidien, c'est-à-dire là, tous les matins à 8h du matin pour faire un staff, pour organiser les choses, pour voir s'il faut une infirmière de plus. Je reconnais que cette activité-là est une activité qui me pèse maintenant. Hein. Vous êtes prêt à partir, mais quand vous l'aurez décidé, c'est ça? C'est pas la question. Encore une fois, la question, c'est de savoir, c'est de clarifier avec les gens du conseil d'administration. Parce que, bien sûr, certains m'ont appelé, certains m'ont demandé comment ils voient les choses. Globalement? Du conseil d'administration, je crois. Après, il y a un vote. On votera. Mais enfin, c'est pas un vote. Je me présente pas à la présidence de la République. Il y a 20 personnes. On connaît les 20 personnes. Hein. Vous n'avez pas d'ambition politique, tiens, d'ailleurs, en passant? Parce qu'on voit votre nom sur les banderoles. Non, je l'ai dit, je le répète. Non, je ne saurais pas le faire parce que c'est pas des décisions qui sont guidées par la rationalité, si vous voulez, ou par la compréhension des phénomènes, mais il s'agit de manager, les angoisses, 2, vous voyez bien, leur réélection, 3. Donc c'est des choses qui m'intéressent pas. Et en plus de ça, j'ai été frappé, je vous dis, je suis frappé par ça. Je suis frappé sur le peu de pouvoir réel qu'ont les gens qui font de la politique. Ils ont l'impression d'avoir du pouvoir et même des réactions qui sont extraordinaire d'hubris. Malheureusement, c'est un concept qui a été perdu avec les Grecs, l'hubris. Hein. C'est-à-dire la déraison liée à l'impression qu'on a tous les pouvoirs, qu'on se prend pour Dieu. C'est très... je suis frappé de voir ça. Mais personne n'est à l'abri de son hubris, ni vous ni moi. Ça se domestique. Si on est lucide, ça se domestique. Voilà. Encore un mot de ces manifestations contre le pass sanitaire, qui vous prennent comme emblème, hein, c'est très clair. Il y a certains politiques qui vous soutiennent, qui disent « touchez pas à Raoult ». Comment vous prenez ça?
Vous les prenez, ces soutiens politiques, ou ils vous dérangent? Non, mais si vous voulez, j'avais un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait M. Grenelle, qui était le doyen de la faculté de médecine, qui m'a embranché dans ces histoires technico-administratives, qui me disait, je suis d'accord avec lui, tu sais, je préfère les compliments au coup de pied aux fesses. Je suis assez d'accord. Donc vous prenez tous les soutiens d'où qu'ils Écoutez, viennent. les gens qui m'aiment bien, les gens qui me soutiennent, les gens qui disent que je suis un type bien, je leur suis plutôt reconnaissant que ceux qui disent que je suis un fou, que je suis un imbécile ou que je suis un salopard. Enfin, je suis un humain normal. Je pense que vous êtes pareil. Absolument. Mais il y a une violence des attaques contre vous qui est quand même assez forte. Je pense à un tweet de Jean-Marc Dumontet, qui est un grand producteur de théâtre, qui dit que vous avez décrédibilisé la recherche avec des études bidons, déshonoré la parole scientifique avec des déclarations à l'emporte-pièce, un égo monstrueux qui a piétiné le chercheur renommé qu'il fut. Comment vous réagissez face à ça? Ouais, vous savez, d'abord, je ne sais pas qui c'est. Et moi, je me garderais bien de donner mon opinion sur ce qu'il fait dans le théâtre. J'en sais rien. Je vais vous dire une chose. Vous savez, tous ces gens trouvent l'occasion. En plus, la presse donne l'occasion assez facilement à gens qui ont envie de dire des horreurs sur moi, de leur dire quelle que soit leur capacité à parler de choses. Au contraire, je l'ai dit et je l'ai répété. Vous ne pouvez pas. Ce qui se passe actuellement et qui est ennuyeux, c'est que la population n'avait déjà pas confiance dans les politiques. Elle n'avait pas, je vous prie de m'excuser, c'est pas ad hoc, c'est en général. Elle n'avait pas beaucoup de confiance dans la presse. Mais elle avait une illusion, si vous voulez, sur la science qu'elle perd. Et donc, moi, je pense, je dis, je ne fais jamais de grandes déclarations à la porte-pièce. J'ai passé mon temps à montrer des données qui sont les nôtres, qui sont celles que j'ai vues. Je ne commande pas les données des autres dont je ne sais pas ce qu'elles veulent dire et qui sont contredites. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas de mémoire. Ils ne se remettent pas en perspective tout ce qui a été dit. Vous savez, quand on a expliqué que le problème, c'est les variants, si les gens avaient écouté, ils se seraient dit, mais attendez, quel est le problème? Moi, je peux vous dire, tous les nouveaux variants ont tous été importés en France. Tous, à part celui qu'on a généré par les visons. Ça, c'était de la science. La science s'occupait des visons, même maintenant. C'est-à-dire de faire une veille efficace, éventuellement de supprimer les élevages de visons comme l'a fait la Hollande ou comme l'a fait le Danemark dans leur totalité tant que le problème n'est pas réglé. Ça, c'est de la science, vous voulez. C'est pas de la fantaisie. Mais ça, j'attends que l'on dise, écoutez, voilà, les sources en réalité des variants, c'est les élevages d'un côté. De l'autre côté, c'est les importations par les voyages. Et nous, on suit pratiquement toutes les entrées. Ici, on a suivi le variant indien. C'est des marins indiens, quand on a ouvert les frontières, qui sont venus par avion ici. Qui sont venus d'ici et des Maldives. Le 1, on l'a vu, il est venu du Maghreb. Le Yucca, on sait très bien comment il est rentré en France. Ce qu'on constate aujourd'hui, professeur, c'est qu'il y a une vraie fracture dans la population sur la question du pass sanitaire, notamment. Il y a ces manifestations. Est-ce qu'elles vont durer, pas durer? Est-ce qu'elles vont se fournir à la rentrée? Ça dit quoi de l'état de notre société? Ça dit qu'il y a effectivement une forte suspicion par rapport à tout discours officiel, qu'il soit politique, médiatique ou scientifique. Aujourd'hui, on en est à ce point-là. Non, mais si vous voulez, il se passe des choses dans cette crise qui différencie effectivement la manière dont on la perçoit depuis le départ. La dramatisation immédiate, gigantesque de cette crise amène à ce que des approches qui étaient des approches qui avaient été sédimentées par le temps sont remises en cause brutalement. Je vous donne deux exemples. La liberté, l'obligation de soins. Le premier truc que j'ai appris en médecine légale, c'est l'obligation. Voilà. L'obligation, c'est une obligation. Parce qu'il a été question d'un pass sanitaire pour les malades dans les hôpitaux, pour les soins non urgents. Alors, d'une part et d'autre part, on a dit aux médecins, ne soignez pas les malades quand même. Donc avec l'accord du Conseil de l'ordre, c'est inouï ça. C'est-à-dire, ne soignez pas les malades. Donc, et maintenant, on dit, ne soignez pas les gens qui n'ont pas de passe sanitaire. Donc nous, contre le serment d'Hippocrate, et vous l'avez signifié. Oui, et puis nous on ne peut pas le faire, parce que les gens ils viennent pour savoir s'ils sont malades. Alors, on ne va pas interdire ceux qui n'ont pas de passe sanitaire de savoir s'ils sont malades. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des décisions à l'emporte-pièce qui sont trop violentes. C'est un leurre, ce passe sanitaire ? Je ne sais pas si c'est un leurre. Ce que je crois, en tout cas, c'est que la brutalité... Ici, on vit dans l'hôpital, ce qui est une autre des raisons de tension avec le directeur de l'hôpital, c'est qu'il n'est pas content parce que le personnel à Marseille, le personnel de soins est moins vacciné, et qu'ils se sont donné une obligation
dont je ne sais pas s'ils sont capables de la réaliser, c'est-à-dire qu'ils auront 100% du personnel de soins qui sera vacciné, sinon ils refusent de les payer, ils refusent de les faire venir. Mais si vous avez 10% des gens qui ne sont plus là, comment on fait tourner les hôpitaux? Donc vous voyez, il faut faire attention, c'est des décisions. Moi, je crois plus à la conviction, si vous voulez, qu'à l'obligation brutale. Ce qui fait naître les antivax, ce qui a fait naître les antivax partout dans le monde, c'est les erreurs politiques. C'est ça. Il y a toujours eu des gens qui étaient un peu contre les vaccinations, mais c'était marginal. Donc ça a été la rougeole, c'est vraiment la faute du Lancet, c'est un autre Lancet Gate. Ça a été la vaccination contre l'hépatite B, ça c'est vraiment Kouchner qui a fait ça. C'est comme ça. Okay. Si on force les gens, plus on les force, plus ils se méfient et plus ils se demandent ce qui se passe. Donc moi, je crois qu'il faut essayer de convaincre les gens. C'est ce que je crois. Je pense qu'il faut avoir des réponses mesurées. Et là aussi, si vous voulez, il s'est passé une chose qui est très importante, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Les administrations ont demandé aux médecins du travail de leur donner la liste de tous les gens qui étaient vaccinés. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Donc l'association de tous les médecins du travail a dit, vous demandez de trahir le secret professionnel, mais on n'a pas le droit. Ça fait partie des choses on peut être poursuivi pour ça. D'accord ? Donc dans cette ébullition, si vous voulez, on passe par-dessus des siècles de comportements avec la médecine qui sont d'une nature incroyable. De la même manière pour la science, cette idée que la science doit obéir à qui un comédien, qui un journaliste, tout ça est complètement fou. Les scientifiques, c'est le métier scientifique. Et le métier scientifique, c'est jamais d'être d'accord. C'est la base même de toute la science. Et c'est de questionner en permanence ce que vous faites. Merci beaucoup, professeur Raoult, de nous avoir reçus. On risque de vous voir encore quelques temps à la tête de l'IHU. Écoutez, vous verrez bien. Vous êtes bien impatiente. Non, mais on verra. C'est votre conseil d'administration qui décidera. Merci en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui à l'IHU de Marseille pour répondre à nos questions. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.